Dans cette vidéo, nous allons parler de l'éditeur à compte d'éditeur. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin sur le compte d'auteur, je vais vous aider que c'était à éviter absolument. Et je ne vais pas non plus aller plus loin sur l'auto-édition parce que je ne suis pas expert sur la question et il y a beaucoup d'auteurs auto-édités qui parlent de ce qu'ils font et qui expliquent la démarche. En plus, c'est quelque chose qui évolue beaucoup avec les plateformes. Donc voilà, ce que je dirais n'est pas forcément le plus pertinent. Je vais vous mettre des liens en dessous vers des personnes qui pourront mieux vous expliquer comment s'y prendre pour de l'auto-édition. Donc voilà, parlons de l'édition à compte d'éditeur, c'est-à-dire de l'édition classique. Alors, comment est-ce que ça se passe? Donc déjà, ça change d'éditeur en éditeur. Il y a plusieurs milliers d'éditeurs en France. Donc il y a des très gros éditeurs. Donc il y a 4 ou 5 éditeurs ou groupes de maisons d'édition qui représentent dans les 80% du chiffre d'affaires et des parutions. Donc ça va être des groupes comme Hachette, comme Gallimard, comme Editis. Voilà, des très très gros groupes qui regroupent plusieurs maisons d'édition. Donc la plupart des maisons d'édition dont vous avez entendu parler et qui sont très connues font partie de ces groupes-là. Et à côté, il y a des milliers de petits éditeurs, certains qui publient 2-3 ouvrages par an, d'autres une quinzaine, d'autres même une centaine. Mais voilà, il y a toute une panoplie d'éditeurs de tailles différentes et de fonctionnements différents. Ainsi, ainsi, ce sera pas du tout la même chose quand vous enverrez votre texte à une grosse maison d'édition qui aura des services dédiés, qui aura un service manuscrit, qui aura un service éditorial, qui aura un service commercial, ou une maison d'édition indépendante où des fois il y a une ou deux personnes seules sur tout le travail de l'entreprise. Donc voilà, ce sont des fonctionnements qui sont singulièrement différents. Je ne vais pas rentrer à ce niveau de détail, je vais quand même reprendre globalement comment est-ce que ça fonctionne. Et je prendrai surtout notre exemple, parce que je dirige une maison d'édition, donc c'est quelque chose dont je peux parler de ma manière de fonctionner. Je ne vais pas parler de comment fonctionnent toutes les autres maisons d'édition, il y a des généralités, il y a des choses à savoir, mais chacune a des spécificités, et des fois, notamment pour les grosses maisons, ou en tout cas les anciennes, des spécificités historiques. Donc voilà, ce sera compliqué d'aller à ce niveau de détail. Je vais essayer d'être quand même le plus global possible, mais voilà, prenez quand même des pincettes avec ce que je vais dire, ça ne sera pas vrai partout. Donc voilà, vous avez terminé votre roman. Donc vous avez terminé votre premier jet d'un côté, mais surtout vous l'avez relu, corrigé, fait relire par des amis ou par d'autres auteurs, recorrigé, et vous avez le texte le plus abouti possible. Désormais, ce que vous allez faire, c'est chercher une maison d'édition à compte d'éditeur. Sauf bien sûr, si vous voulez, l'auto-publier, mais voilà, ça c'est une évidence. Mais si vous cherchez à l'éditer dans la voie classique, vous allez chercher à ce moment-là une maison d'édition qui pourrait être intéressée par le roman. Donc il y a une chose très importante à comprendre sur toutes les maisons d'édition, c'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Donc ce sont deux mots qui des fois sont assez abscons parce que c'est pas toujours évident de savoir quelle est la ligne éditoriale. Ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'est la ligne éditoriale d'une maison d'édition, mais c'est d'une importance capitale. En gros, ça définit ce que la maison d'édition a envie de publier, parce qu'une maison d'édition travaille sur un catalogue, c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas sur une seule œuvre, elle travaille sur plusieurs œuvres. Elle a des fois plusieurs collections, ça dépend de son organisation interne, mais en tout cas, une maison d'édition a une identité propre. Parfois, ça peut être une identité qui sera très très spécifique, qui sera au niveau du genre littéraire. Par exemple, une maison d'édition qui ne publiera que du polar, voire peut-être que du polar régional. Enfin, on peut avoir vraiment des spécifications très pointues en termes de genre. Ou ça peut être des maisons d'édition qui sont plus avec des thématiques. Donc par exemple, une édition qui publiera
plutôt des textes politiques ou des textes engagés ou voilà, ou qui s'intéressera vraiment à la forme littéraire, d'autres qui préféreront des textes qui sont plus dynamiques et plus modernes. Voilà, ça fait partie de la ligne éditoriale. Donc c'est à vous, en tant qu'auteur, de déterminer votre manuscrit, votre roman, vers qui il pourrait aller. Parce qu'il y a une erreur que font beaucoup d'auteurs quand ils envoient des manuscrits, c'est qu'ils prennent les listes de maisons d'édition et ils envoient. Ça ne marche pas. Déjà, ça fait beaucoup d'envois à faire. Certaines maisons d'édition demandent encore des envois en papier. On passe de plus en plus à des envois par email, mais il y a encore le papier pour certaines. Donc déjà, ça peut coûter cher. Mais au-delà de cela, si vous envoyez votre manuscrit à 25, à 50, à 100 maisons d'édition en espérant qu'il y en ait une à qui ça plaise, déjà vous aurez du mal à personnaliser chaque envoi. Et je pense que c'est important de personnaliser chaque envoi que vous faites. Quand vous envoyez le manuscrit à une maison d'édition, vous l'envoyez à une personne, et c'est une personne qui va lire l'email. Et moi je le vois, il n'y a rien de pire que de recevoir Madame, Monsieur, veuillez trouver ci-joint mon manuscrit et bonne lecture. Et encore là c'est poli. Des fois ce n'est pas poli, des fois il n'y a même pas de message. Donc ça ce sont des manuscrits qui vont tout de suite à la poubelle. Pourquoi? Parce que on sait déjà que ce ne sont pas des personnes avec qui on aura envie de travailler. Parce qu'il y a ça aussi, il y a un côté humain qui est important dans une maison d'édition. En tout cas c'est vrai chez nous. Je ne sais pas si c'est vrai partout, mais voilà. Donc la moindre des choses, c'est d'envoyer un mail ou un courrier qui est personnalisé, si possible adressé à la bonne personne, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans ce cas-là, le madame, monsieur, c'est très bien, mais d'expliquer brièvement pourquoi cette maison d'édition, pourquoi pas une autre. Si vous l'avez déjà envoyé ailleurs, bref, de personnaliser l'email, au moins un minimum. C'est les mêmes conseils qu'on a dans les recherches d'emploi quand on envoie des CV. C'est tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce que ça indique à la maison d'édition que vous savez déjà ce qu'elle publie, que vous vous êtes renseigné, que vous savez, que vous avez au moins une notion du catalogue. Ce qui indique à l'éditeur qui recevra l'email, cette personne s'est renseignée, ce n'est pas un mail aléatoire où elle a trouvé sur une liste et elle a envoyé, ou ce n'est pas un courrier complètement aléatoire. Je vais m'y intéresser, je vais lire ça d'un œil plus attentif que si c'est un mail générique et un envoi générique. Donc voilà, déjà ça met en condition. Mais surtout, l'autre souci, c'est imaginer que vous envoyez votre texte comme ça un peu à n'importe qui, et vous avez un éditeur qui vous dit oui. Là, vous pouvez être bien embêté, parce que si vous allez jusqu'au bout et que vous vous rendez compte une fois que c'est publié, parce que l'éditeur a vraiment été jusqu'au bout, il a vraiment aimé votre texte, que, je sais pas, les valeurs de la maison d'édition ne vous correspondent pas, les livres ne ressemblent pas, vous n'aimez pas les couvertures, ou n'importe quoi, et vous vous retrouvez coincé. Vous avez signé un contrat, des fois pour 5 ans, des fois pour toute votre vie. Je reviendrai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo sur le contrat d'édition. Donc voilà, vous pouvez vous retrouver coincé. Et c'est encore pire que de ne pas avoir publié, de se retrouver chez le mauvais éditeur. Même s'il n'y a pas de... si c'est bienveillant de sa part, si c'était honnête, ça peut se retourner contre vous si ce n'était pas ce que vous vouliez. Donc autant être sûr des éditeurs à qui vous envoyez et c'est sélectionner, personnaliser les emails et aussi montrer que vous êtes quelqu'un et que vous n'êtes pas une personne générique sans identité. Parce que là aussi, ce sont les mêmes choses que l'on voit dans tout le cursus sur les personnages, sur l'identification, mais en donnant des éléments personnels, en montrant que vous intéressez à la personne, à la maison d'édition, et bien tout de suite vous créez un petit peu de lien. Et c'est important ce lien, ça reste une industrie où l'humain est important, à mon avis en tout cas. Donc voilà, vous avez soumis votre manuscrit aux bonnes maisons d'édition que vous avez rigoureusement sélectionnées parce que votre texte colle, parce que vous aimez bien leurs valeurs, parce que vous aimez bien ce qu'ils publient. Le texte, souvent, il passera dans ce qu'on appelle un comité de lecture. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des éditeurs où l'éditeur, soit l'entrepreneur, quand c'est une petite maison d'édition, une maison d'édition indépendante. Chez nous, moi je suis l'éditrice
Donc voilà, mais je fais tout. Dans une grosse maison d'édition, l'éditeur, ça pourra être une personne spécifique qui s'occupe de la recherche du texte et du travail sur le texte, mais qui fera partie de la maison d'édition, mais qui sera un poste précis. Donc voilà. En tout cas, des fois, c'est l'éditeur qui lira le texte directement, mais la plupart du temps, ça passera en comité de lecture. Un comité de lecture, ce sont des lecteurs, souvent bénévoles, parfois payés, c'est de moins en moins le cas, même dans les grosses maisons d'édition, qui liront votre manuscrit, ou en tout cas le début, et feront une note de lecture, donc une fiche, qui remettront après à l'éditeur qui prend la décision de proposer ou non un contrat. Donc ça permet déjà à l'éditeur de ne pas avoir à tout lire, parce que pour peu qu'il en reçoive vraiment beaucoup, c'est compliqué. Ça permet aussi d'avoir une appréciation multiple, parce qu'il y avoir des lecteurs différents, avec des goûts différents, qui font leur retour précis. Ça donne beaucoup d'informations sur l'œuvre, si elle plaira. Enfin voilà, c'est je pense important de multiplier les points de vue. Nous, chez Noir d'Absinthe, en tout cas au début, parce qu'aujourd'hui les soumissions sont fermées depuis 1 an et demi, donc on ne reçoit plus de manuscrits à part pour des conditions très spécifiques. Mais on avait un comité de lecture où ça se passait comme ça, où en gros moi je recevais les emails, je regardais déjà la première page ou les 2 premières pages pour voir comment c'était écrit, est-ce que c'était dans un français correct, est-ce que ça avait l'air de coller avec la ligne éditoriale, est-ce que le résumé me plaisait, est-ce que le mail était bien rédigé. Si oui, je l'envoyais en comité de lecture, donc en demandant au moins 2 ou 3 lecteurs ou lectrices qui me feraient un retour détaillé. Et si le retour détaillé me plaît, si ce qu'ils indiquent me parle, je le lis et là, je contacte l'auteur pour voir s'il est intéressé à publier, s'il est intéressé pour publier avec nous. Donc voilà comment ça se passe sur toute la partie envoi et sélection de manuscrits. Si vous recevez cet email d'un éditeur qui vous dit « Oui, votre texte m'intéresse », là, plusieurs cas de figure. Alors nous, ce qu'on fait, vraiment quand j'envoie les emails, c'est en général, je soulève déjà les points du texte qui vont être à retravailler. Il y a toujours des points à retravailler. Même un très très bon texte peut être amélioré. Même s'il serait publiable en l'état, on peut toujours faire mieux et toujours aller chercher au fond le texte pour faire ressortir et pour polir même un diamant déjà très propre. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc déjà, je le dis à l'auteur, non seulement pour lui montrer que j'ai lu le texte, que je l'ai compris aussi, que j'ai compris son intention, parce que si je lui propose des pistes de réflexion qui vont complètement à l'encontre de sa vision, ça ne sert à rien de travailler ensemble, il ne sera pas satisfait et nous non plus. Donc voilà. Et puis je lui parle aussi des conditions que nous proposons. Donc je reviens après avec le contrat d'édition dans une prochaine vidéo sur ces conditions type. Voilà. Mais voilà, je lui fais déjà un mail qui récapitule tout cela pour que l'auteur ait une idée de vers quoi il s'engage et pour qu'il puisse me poser des questions à ce moment-là. Donc là, tous les éditeurs fonctionneront différemment. C'est un moment où il faut être très très prudent. Je reviens aussi dans une autre vidéo, décidément ça fait beaucoup de vidéos, sur ce que j'appelle les due diligence, ou en tout cas comment se renseigner sur un éditeur pour savoir si, une fois que vous avez votre réponse oui, vous avez envie de signer ou non. Donc c'est lié au contrat et c'est lié aussi à cette petite enquête qui je pense est très importante. Mais voilà, si le contrat, les conditions que vous propose l'éditeur vous conviennent, si vous êtes d'accord, si vous avez envie de signer, là il y aura la signature d'un contrat d'édition, donc une cession de vos droits, pour que l'éditeur puisse les utiliser et imprimer votre livre. Qu'est-ce qui se passera après? Alors, là aussi, en termes d'organisation, ça peut complètement dépendre d'un éditeur à l'autre. Donc voilà, je vous dis plus ce qui se passe chez nous pour vous donner une idée du process qui est similaire chez la plupart des éditeurs, mais avec des nuances. Donc là, nous, il va y avoir 2 retravails sur le texte. Donc déjà, je vous l'ai dit dans l'email que j'envoie à l'auteur, je lui donne des pistes de réflexion globales.
Donc ces pistes de réflexion, ça va lui permettre de retravailler le texte une première fois pour réadapter, voir ce avec quoi il est d'accord, ce avec quoi il ne l'est pas, mais en tout cas déjà pour pouvoir commencer un travail qui lui prendra parfois un mois, parfois 3, enfin peu importe. Une fois qu'il me renvoie le texte, moi ou un directeur de collection quand on en a, va faire un travail cette fois en fond. C'est-à-dire qu'on va prendre le document Word et puis on va le dérouler et commenter chaque partie avec des commentaires sur le fond et sur la forme. Donc par exemple là tel personnage n'est pas assez creusé, là telle description il manque quelque chose, ou là ça manque de conflit, ou ça manque d'enjeu, ou au contraire là la phrase est un peu lourde, là c'est pas très correct, là c'est pas le bon mot. Voilà, ça va être plus ou moins de commentaires, mais qui vont permettre à l'auteur de retravailler en profondeur son manuscrit. Ce qui prendra un certain temps, ça dépend. En général, on fait tout d'une traite et puis on renvoie le manuscrit avec tous les commentaires pour que l'auteur puisse le retravailler. Une fois que c'est fait, c'est là qu'on va aborder les corrections plus orthographiques. Donc là, c'était ce qu'on appelle les corrections éditoriales. On travaille sur le fond du texte, un petit peu la forme et surtout le fond. Après, on va travailler sur les corrections à proprement parler pour que le texte soit le plus propre possible. Donc nous, on passe par une correctrice freelance. Il y a des maisons d'édition qui sont plus grandes et qui ont des correcteurs dans la maison d'édition. Mais voilà, de toute façon, il faut absolument un correcteur dont c'est le métier, parce que ce sont des choses qui s'apprennent et qui s'étudient. Donc s'il n'y a pas de correcteur dont c'est le métier, ou des fois c'est l'éditeur qui le fait, qui est bon en français, mais voilà, méfiance toujours, c'est mieux d'avoir un vrai correcteur. Donc une fois qu'on a ce correcteur, chez nous, travaille directement avec l'auteur, donc lui renvoie des suggestions de modification. Donc cette fois, le correcteur travaille directement dans le texte, change les mots, corrige, et puis donne tout cela pour validation à l'auteur. Parce que c'est toujours l'auteur qui a le dernier mot. On ne peut pas toucher un mot du texte sans son accord explicite. Donc voilà, c'est important d'en avoir conscience. Donc voilà, le correcteur et l'auteur travaillent ensemble, et ça fait que le texte est fini. Voilà, donc là, prêt à imprimer. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'envoie à notre graphiste, qui va le mettre en page pour faire un document PDF que nous pourrons envoyer à l'imprimeur. Donc une fois qu'elle l'a mis en page, donc c'est-à-dire elle choisit la police, la taille, des fois il y a des décorations intérieures, pour les marges aussi, pour où est le titre, pour voilà, tous ces détails. Et ça fait un document PDF final qu'on va envoyer à l'imprimeur. L'auteur doit relire ce document et donner ce qu'on appelle son bon à tirer, ou BAT, qui dit à l'éditeur « c'est bon, le texte me convient, j'accepte toutes les modifications qui ont pu être faites ». Et puis s'il n'est pas d'accord avec certains termes ou certaines modifications, qui veut changer une dernière chose, c'est le dernier moment, avant de donner son BAT, quand c'est au niveau de la maquette. En parallèle, on a travaillé avec un illustrateur qui s'est chargé de l'illustration de couverture. Donc ça arrive en général en même temps que les corrections orthographiques, ou des fois avant. Ça dépend des illustrateurs, il y en a qui ont des calendriers plus ou moins chargés. Mais donc voilà, ça nous permet d'avoir notre illustration. Donc là aussi, l'illustration dépend de la charte graphique de l'éditeur avec qui il travaille. Bon, donc ça changera vraiment, et là ça changera d'un type de littérature à l'autre. Donc on travaille avec plusieurs illustrateurs différents, selon les collections et puis selon les thèmes du texte. Et nous, on travaille avec l'auteur pour que le cahier des charges que nous donnons à l'illustrateur soit au plus proche de la vision de l'auteur. On a envie que l'illustration reflète son travail. Donc on en discute, parce que ça reste une discussion, c'est collégial. L'auteur est inclus dans la discussion, ce qui n'est pas le cas chez tous les éditeurs. Il y a des maisons d'édition où l'auteur ne verra pas la couverture avant que le livre soit paru. Donc ça peut être des clauses à demander dans un contrat. Mais en règle générale, plus la maison est grosse, moins l'auteur a de contrôle sur la couverture. Et ça peut faire des fois des choses qui sont tragiques, avec des couvertures complètement ratées. Une fois qu'on a ce fichier-là, donc le fichier PDF avec ce qu'on appelle la maquette, donc qui est mise en page,
et à côté le fichier PDF avec la couverture, donc la première de couverture, donc il y a l'illustration, le titre et le nom de l'auteur. Le dos, donc c'est ce qu'on appelle en général la tranche, mais bon, le vrai nom c'est le dos. Et le quatrième de couverture, qui est là, auquel là il y a le résumé, et puis des fois une illustration ou pas, qui est en général plus foncée pour pouvoir bien voir le texte du résumé, la présentation de l'auteur. Donc ces deux fichiers-là, on les transmet à l'imprimeur. Alors, deux cas, soit il y a un tirage, c'est le cas de la plupart des grosses maisons d'édition, ou en littérature blanche, ou en bande dessinée aussi. C'est de moins en moins le cas pour les maisons d'édition indépendantes depuis que l'impression à la demande est devenue plus économique. Avant, c'était très cher par exemplaire. Maintenant, ça peut être intéressant et nous, on passe plutôt pour l'impression à la demande. En tout cas, l'imprimeur reçoit ces fichiers-là et imprime les textes, enfin, imprime les livres. Les livres se passent alors chez le distributeur. Alors, s'il y a eu un tirage, donc un certain nombre d'impressions, c'est le distributeur, il a un entrepôt et les livres sont stockés dans cet entrepôt. Si c'est de l'impression à la demande, et bien dans ce cas-là, le distributeur est plus en ce qu'on appelle en flux tendu. Donc c'est plus qu'il va réceptionner le livre qui est envoyé et puis l'envoyer à la bonne destination. Donc la distribution, c'est ce qui permet de référencer le livre chez la plupart des libraires, y compris les libraires en ligne comme Amazon, comme Fnac.com, comme Cultura, et c'est ce qui permet aux libraires de commander l'ouvrage. Donc voilà comment ça se passe. Donc ça, c'est le distributeur qui s'en occupe. Les distributeurs en France dépendent de grands groupes de l'édition. Je vous parlais au début des 4-5 grands groupes comme Hachette, Gallimard, etc. Ils proposent des services de distribution, donc soit de stockage et puis de distribution physique et de référencement des exemplaires aux milliers d'autres éditeurs. Donc ça se passe comme ça. Et maintenant, pour vendre les livres, il y a ce qu'on appelle la diffusion. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, c'est très très différent selon la taille des maisons d'édition. Les grosses maisons ont en général des diffuseurs, donc des équipes commerciales qui vont se rendre en librairie et puis choisir ce que les libraires vont commander. Donc ça, c'est vrai pour vraiment les grosses maisons. Ce sont les livres que vous trouverez en rayon dans la plupart des librairies. Après, il y a aussi la diffusion plus petite avec des micro-diffuseurs et beaucoup pour les éditeurs indépendants d'autodiffusion, c'est-à-dire qu'ils s'occupent eux-mêmes de tout l'aspect commercial et vente du livre. Donc ce sera par des salons, ce sera par internet, ce sera en se rendant eux-mêmes en librairie, ce qui fait que c'est beaucoup plus localisé et beaucoup plus petit. Ce qui fait aussi qu'en passant par une maison d'édition indépendante, qui aura quand même plus de chances d'être intéressé par un nouvel auteur et par prendre des risques, vous aurez beaucoup moins de présence en librairie. Mais après, c'est à mitiger parce que pour avoir une présence en rayon en librairie, en général, il faut être un best-seller. Donc ce sera des grosses maisons d'édition qui vont occuper la majeure partie des rayons et ils vont l'occuper avec quoi? Avec leurs auteurs phares. C'est-à-dire que des maisons comme Hachette ou comme Gallimard publient des centaines d'auteurs. Ils en ont beaucoup qui vont faire ce qu'on appelle un fonds de catalogue. Donc ce sont des livres qui seront distribués, hein. Donc ils seront disponibles à la commande, mais qui ne seront pas dans les librairies, surtout s'ils sont sortis à la rentrée littéraire. Et à côté de ça, ils auront leurs auteurs phares, là, qui seront bien mis en avant, où il y aura tout un déploiement commercial autour. Donc c'est comme ça qu'on imagine les ventes des livres en général, parce que c'est ce qu'on voit, ce qui représente une infime partie des livres. En réalité, la grande majorité, les 90-95% des livres, ne sont même pas en librairie ou alors sont soit dans les petites étagères ou en réserve ou sur commande. Et puis, ça tourne beaucoup aussi en librairie. Il y a des livres qui restent 2-3 jours, s'ils n'ont pas fonctionné en librairie, et ils sont enlevés et remplacés par d'autres. Il faut considérer que l'immobilier, vraiment, c'est ce que diraient les anglo-saxons, le real estate de la librairie vaut très cher. Une place en librairie, en rayon et surtout en tête de gondole vaut extrêmement cher et c'est en général réservé aux très très gros succès. Donc c'est pas ce à quoi il faut s'attendre, même en passant
par un contrat d'édition sérieux, à moins de faire des gros succès et puis au bout d'un moment d'en être. C'est pas impossible. En général, c'est quand même la majorité des auteurs, même des auteurs à succès moyen ou qui sont publiés par des grosses maisons d'édition, n'ont pas. Donc voilà un peu le panorama de ce qu'est un éditeur et de tout ce qu'il fait. Un éditeur à compte d'éditeur. Si vous vous souvenez de l'éditeur à compte d'auteur, il ne fait absolument rien de tout ça, il fait juste l'intermédiaire entre vous et l'imprimeur, hein, c'est tout. Donc voilà tout ce que fait un compte d'éditeur, et voilà pourquoi c'est important de bien le choisir, parce que vous avez besoin de quelqu'un qui travaille, qui peut vous accompagner en tant qu'auteur dans tout ce process, avec qui vous vous sentez bien. Et je vais revenir très rapidement avec la vidéo sur la petite enquête de due diligence, le comment choisir son éditeur. Donc voilà, vous avez en tout cas un beau panorama de ce qu'est un éditeur à compte d'éditeur.